Et en 2022, je suis à la faillite de FTX, plus grande plateforme de trading crypto au monde. Il y a 8 milliards de dollars qui sont détournés. Aujourd'hui, on a des prédictions à 250 000, puis 500 000, puis 750 000, puis 1 million de dollars le Bitcoin. Carrefour, Auchan, Starbucks, Amazon, Apple, je me rends pas compte qu'il y a de la blockchain derrière, parce que je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, l'ensemble des gens qui utilisent la technologie et Internet consomment de la blockchain. C'est la faillite du système. Lehman Brothers, une des banques les plus grandes, fait défaut. Ces fameux geeks, les cyberpunks, c'est parce qu'il y a eu une grande défiance dans les banques qu'il y a eu un petit peu de place pour la confiance pour une monnaie qui viendrait d'ailleurs. Derrière chaque blockchain, il y a un business plan qu'on appelle un white paper. Il y a beaucoup de termes techniques. C'est pas accessible à tous, c'est plutôt accessible à des ingénieurs. On met la clé sous la porte ou est-ce que au contraire, les autres vont pas y arriver et nous on fait l'effort? Alors, pour le premier épisode du Décodeur, on voulait pas commencer par un sujet forcément facile. On reçoit Geoffrey de la société Tilvest. Ouais. Et Geoffrey, avec toi aujourd'hui, on va parler de crypto-actifs. Avec plaisir. Alors, pour certains, c'est la révolution du siècle. Pour d'autres, c'est du gros bullshit. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, dans cet épisode du Décodeur, c'est simplement en fait qu'à la fin de ces quelques minutes passées ensemble, tout le monde soit capable de dire « je comprends ce que c'est ». Allez, mission acceptée. Voilà, je vais faire ou je vais pas faire, mais en tout cas, que tout le monde puisse comprendre ce que c'est de façon générale la crypto-monnaie ou les crypto-actifs. Ça marche, avec plaisir. Avant, j'aimerais bien quand même que tu te présentes un petit peu, que les gens qui te connaissent pas sachent qui tu es, d'où tu viens un petit peu ton parcours bien sûr, ouais. Rapidement, mais... Ok. Geoffrey Replin, j'ai 41 ans. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu un petit peu à l'étranger pour des expériences professionnelles et un bout de mes études. J'ai travaillé pendant 8 ans pour le groupe Natixis en asset management, donc sur la vente de fonds d'investissement qu'on va retrouver au sein des enveloppes assurance vie et PER de certains de tes clients. Et ensuite, j'ai eu une expérience toujours pour le groupe Natixis à l'international où j'ai ouvert des bureaux en Amérique du Sud en étant basé en Espagne et en faisant des allers-retours quasiment chaque semaine, chaque quinzaine. Ça a été un moment passionnant. Ça, c'est 2012-2013. Et j'ai eu un changement, un retour en France en 2013 où j'ai rejoint le groupe Primonial en tant que commercial. Et sur les 10 années qui ont suivi, j'ai été responsable commercial, directeur commercial, puis directeur général de cette structure. Donc ça a été une aventure absolument géniale. Groupe que j'ai quitté en début 2024. Et depuis, je me suis lancé dans l'accompagnement du développement de cette société qui s'appelle Tilvest et qui est un des leaders français de la gestion sous mandat crypto. Pour être tout à fait transparent, je suis sans doute pas le conseiller en gestion de patrimoine le plus push sur les crypto-actifs, mais ça m'empêche pas que ça m'intéresse et que, au même titre que pas mal de nos suiveurs, j'aime bien comprendre les choses pour savoir si c'est recommandé ou recommandable pour tel ou tel investisseur. Pour commencer, en 10 mots, un crypto-actif ou une crypto-monnaie, c'est quoi ? 10 mots, t'es dur, tu me connais. 10 mots, je suis dur, c'est l'exercice le plus difficile qui soit. Non, t'as le droit à un peu plus de mots. Un cryptoactif, c'est la représentation économique d'une technologie nouvelle qui s'appelle la blockchain. Alors, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Si je prends une action, c'est un titre de propriété qui représente la valeur économique d'un actif productif. Des hommes, des machines, des locaux, on va produire des biens, des services. Une obligation, c'est un titre de créance qui va représenter la dette qu'on a envers une société, un appareil productif. Un cryptoactif, c'est la représentation économique d'un outil digital qu'on va utiliser qui s'appelle la blockchain, qu'on définira certainement un petit peu plus tard. Ok, donc ce qui fait monter ou descendre le cours d'une crypto telle que le Bitcoin, c'est l'achat et la vente de ce cryptoactif, ou c'est la technologie sous-jacente qu'il y a derrière, ou c'est un ensemble des deux? Alors la question elle est super. Si on parle de Bitcoin, c'est le projet Bitcoin à la base, c'est une bande de geeks dans les années 80-90 qui se dit que les monnaies telles qu'elles sont émises par les banques centrales sont une entrave à la liberté. Parce qu'à partir du moment où c'est dirigé par un État, par une banque centrale, par des politiques, il va y avoir une certaine entrave à la liberté puisqu'on va faire jouer la valeur de cette devise en fonction de l'endettement du pays, des opinions politiques, des représentations politiques, du poids économique d'un pays par rapport à un autre à l'échelle mondiale. Et en fait, ces geeks se disent il faudrait une monnaie à l'échelle planétaire
qui soit la même pour tout le monde et qui ne dépende pas des politiques. Donc le Bitcoin, c'est vraiment la volonté d'avoir une monnaie numérique unique, utilisable à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas bancarisés dans beaucoup de pays, mais ils sont tous équipés d'un smartphone. Donc en fait, c'était d'avoir une monnaie qui était numérique parce qu'accessible depuis un simple smartphone. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont un smartphone dans les mains que de gens qui sont bancarisés. Et donc c'était un peu venir en aide à ceux qui n'avaient pas accès à tout type d'investissement. Donc le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose de particulier par rapport à toutes les autres cryptos. Ouais, d'accord. Tu mets Bitcoin un peu à part, mais le sujet de comment c'est vu dans d'autres pays, je pense qu'on y reviendra parce que je pense que c'est un point qui est très très important, qu'on ne peut pas voir nous, Bitcoin, comme il peut être vu dans des pays effectivement où il n'y a pas de système bancaire ou monétaire qui soit fiable. Hein. Tout à fait. Donc voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure de la blockchain. Ouais. Alors, en termes très simples, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la blockchain ? Ça sert dans notre vie quotidienne, à quel moment, en fait, sans s'en rendre compte, il y a de la blockchain derrière ? Ok. Une blockchain, en anglais, la traduction, c'est une chaîne de blocs. Bon, une chaîne, on imagine tous une énorme chaîne qui tient une grille avec un cadenas. Par défaut, on va se dire qu'on peut pas la couper. Bon, on peut arriver avec une grosse pince et la couper et donc changer la donne. Quelque chose qui est fermé, on va l'ouvrir. Bon, évidemment, si on fait ça, c'est plutôt la nuit, sans que personne surveille. La blockchain technologique, elle est en ligne, visible par tous, à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc personne ne peut venir couper un maillon et essayer d'en changer les données. Donc c'est une chaîne qui va pas être violable, transformable, elle est immuable. Les blocs, c'est quoi ? Ce sont des blocs de données. Donc, on se donne un laps de temps de 10 minutes et en fait, un réseau d'ordinateurs va valider des transactions et toutes les 10 minutes, ces transactions, on les met dans un bloc et on les rajoute à la chaîne. Et on rajoute un maillon, un maillon, un maillon. Et voilà. Et en fait, toutes les 10 minutes, on va valider alors des échanges financiers, des échanges d'actes de propriété, des échanges d'informations, de la data. Et qui utilise ça ? En fait, nous tous, sans le savoir, de manière passive, parce que si on fait une petite recherche intelligente sur ChatGPT, ce genre de choses, et qu'on demande dans les sociétés que nous consommons, nous, Français, Américains, etc., au quotidien, qui sont les sociétés qui utilisent la blockchain au quotidien ? Coca-Cola, Pepsi, Carrefour, Auchan, Monoprix, Starbucks, Amazon, Apple. Enfin, je pense que là, j'ai cité des choses que tout le monde a consommé une fois dans sa vie. Sauf que quand je bois du Coca-Cola ou n'importe quel soda ou je consomme un iPhone ou un ordi, une tablette comme toi en ce moment, je me rends pas compte qu'il y a de la blockchain derrière parce que je ne sais pas pourquoi. Mais je la consomme passivement. Donc en fait, aujourd'hui, l'ensemble des gens qui utilisent la technologie et Internet consomment de la blockchain sans s'en rendre compte. On peut voir des cas d'usage si tu veux. Ouais. Et alors, est-ce que d'après toi, ces cas d'usage sont aujourd'hui finalement encore très limités par rapport à ce qui pourrait être demain ou après-demain ? Alors je pense qu'on peut créer différents cas d'usage. Je vais te donner des exemples précis. Aujourd'hui, quand tu as une multinationale, au début tu as besoin d'électricité pour faire tourner l'immeuble et brancher des ordinateurs pour qu'on puisse travailler. Ensuite, tu vas prendre Internet, tu vas payer un abonnement Internet. Ensuite, tu vas peut-être prendre des outils qui sont propres à ton métier. Si tu es expert comptable, tu as besoin d'un logiciel de comptabilité. Si tu fais de la logistique, tu vas vouloir savoir quel est l'acheminement de tes cartons entre l'entrepôt et la boîte aux lettres du client final. Si tu veux assurer l'authenticité d'un produit de luxe, en fait, il y a différents usages et chacun va prendre ses outils. Et ben, la blockchain, c'est un nouvel outil digital qui va permettre de faire beaucoup plus d'opérations sans intervention humaine, sans risque d'erreur, sans risque d'arnaque, de trafic, de modification de cette donnée. Et donc, en fait, ça va permettre à des sociétés d'être beaucoup plus compétitives parce qu'elles vont réaliser beaucoup plus d'opérations en un temps donné. Donc, il y aurait par exemple une sorte de certificat qui serait automatiquement inclus à un produit. Et pour le coup, j'ai pas besoin en fait de manuellement ou informatiquement d'ajouter ça. J'ai un certificat qui pourrait directement authentifier une transaction. Tout à fait. Je vais te prendre un exemple. Il y a Amazon, donc tu vas acheter quelque chose en Chine, ça va être livré en Europe, et puis en France, et puis dans ta ville, puis dans ta boîte aux lettres. À chaque fois qu'on passe un point d'étape, on va biper le QR code ou le code barre. En fait, à l'époque, ça passait par un registre aux douanes, etc. Et quelqu'un écrivait à la main dans un grand livre. C'est long, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de contournement.
On dit qu'on a écrit quelque chose, mais on a mis quelque chose d'autre. Là, on bip, et en fait, ça permet de sécuriser une transaction et l'acheminement d'un produit, par exemple. Sur toute la chaîne. Sur toute la chaîne. Et toutes les 10 minutes, cette chaîne, elle est verrouillée, donc on peut plus changer. Donc on peut pas déclarer, puis quand tout le monde est parti dans le bureau, je réécris quelque chose dans le grand livre comptable ou dans le grand manuel logistique, et en fait, je ne vais plus pouvoir changer des opérations. Donc non seulement elles vont être enregistrées beaucoup plus vite, et en plus, je ne pourrai pas les modifier. Et donc, ça permet de limiter le risque d'erreur, de gagner en compétitivité, et donc aujourd'hui de baisser les prix de beaucoup de choses. Ok. Et si je veux en tant qu'entreprise utiliser cette blockchain, il faut donc que je rémunère le prestataire dans le cryptoactif qui est lié à cette blockchain? Ah, tu vas vite, t'es fort. Alors déjà, quand je suis une société, je vais faire appel à un conseil stratégique, donc Deloitte, EY, Price ou d'autres grands. Et en fait, ils vont analyser mon business et ils vont me dire, vous, pour votre business, vous avez besoin plutôt de cette technologie-là ou cette technologie-là. Comme on va choisir tel ou tel logiciel, un logiciel comptable si on est dans la comptabilité, un logiciel logistique si on fait de l'acheminement de colis. Alors, chaque technologie a des spécificités qui vont s'adapter ou pas à ce que je veux. En fonction de ton industrie. D'accord. Et donc, ces grands spécialistes, ces auditeurs, ces boîtes de conseil vont te dire, par rapport à votre industrie, vous auriez plutôt besoin de celle-là. Nous, on a audité 1, 2, 3, 4 blockchains qui pourraient répondre à votre besoin. Celle qui pourrait s'implanter le mieux dans votre organisation, c'est celle-là. Et effectivement, à chaque fois qu'on va enregistrer une opération, valider une opération, il va falloir payer l'usage de cette opération. Et donc, en fait, on va pas pouvoir forcément la payer en euros ou en dollars en fonction du pays où on se positionne. On va être obligé de la payer dans une monnaie qui a été créée pour l'occasion. Donc, quand je consomme la blockchain Ethereum, je ne peux pas payer en euros, je ne peux pas payer en dollars l'usage, je ne peux le payer que dans la monnaie Ethereum. D'accord. Donc moi, si je suis une boîte française, je détiens des euros dans ma trésorerie d'entreprise, je vais échanger des euros contre des Ethereum et je vais payer l'usage du service en monnaie équivalente. Et après, si tu veux, je t'expliquerai ce que tu payes, parce que la question, c'est de savoir, ok, mais qu'est-ce qu'on paye? Oui, c'est ça. En fait, toutes ces sociétés qui ont créé ces technologies-là ont nécessairement créé le cryptoactif qui va avec. Il y a un lien il y a une connexion. En tout cas, nous, c'est celle-ci qu'on va regarder quand on les intègre dans des stratégies d'investissement. Parce que du coup, quand derrière on dit derrière un cryptoactif, il n'y a pas de sous-jacent, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai du tout. Tout simplement parce que, alors, encore une fois, on va comparer Bitcoin et les autres. Bitcoin, à la base, c'était juste le but de lancer une monnaie qui allait être en concurrence, sans intervention politique, sociale, inflationniste, déflationniste. Il y a un côté un peu libertaire, dit on est en dehors des États. Exactement. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il y a une adoption institutionnelle. Oui, les banques centrales en stock, la Fed aux États-Unis veut en stocker. Faire attraper par son succès sur ça. Exactement. Et il y a quelque chose d'assez malin parce que tout le monde reconnaît. Et on dit, une crypto ne devrait, si c'est une crypto-monnaie, il y a crypto-actif et crypto-monnaie. Une crypto-monnaie une monnaie par défaut, c'est émis par une banque centrale, c'est pas volatile. Bon, le dollar, depuis le début de l'année, il a perdu 15%. C'est très volatile, 15%. Il y a des actions qui n'ont pas 15% de volatilité. Donc, ça peut être volatile. Et la monnaie, aujourd'hui, 90% de la monnaie qu'on connaît, euro, dollar, etc., est digitale. Aujourd'hui, si je te demande si tu as un peu de monnaie dans la poche, certainement non, pas. Désolé. Peut-être même pas ta carte bleue, parce que peut-être que tu payes qu'avec ton téléphone. 90% des opérations mondiales sont... Et la montre. Toi, avec ta montre, tu vas plus loin avec ton Apple Watch. Donc, 90% des opérations, des transactions financières sont des jeux d'écriture comptable, on passe de gauche à droite. Donc, on est déjà en digital à 90%, donc finalement, une monnaie digitale à 100%. Est-ce qu'on est si loin est-ce qu'il y a une si grande différence? Bitcoin, au début, c'est un projet. Pour développer ce projet, on a besoin de programmeurs informatiques. Ces programmeurs informatiques, ils fournissent un ordinateur, du temps homme, de l'électricité, des refroidisseurs, de la techno. Ça leur a coûté de l'argent. Et quand tu rentres dans une start-up, au début, on te dit, désolé, on vient de se lancer, on peut pas te payer. Donc, tu me fournis du temps homme, de la technologie, et je te donne des actions. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils faisaient du minage, donc ils développaient le protocole qui était en dessous, la technologie qui était en dessous, on les a payés dans la monnaie qu'on a créée pour l'occasion. Et le but, c'était de croire en ce projet, d'accorder une confiance à ce projet. Et donc, les bitcoins qui ont été émis, au début, ils coûtaient 30 centimes. Et ceux qui ont fait confiance et à qui on a attribué des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de bitcoins à 30 centimes, aujourd'hui, à 90 000 $ pendant qu'on se parle et à 126 000
$100 il y a quelques semaines, eh ben, autant dire que ces personnes sont devenues multimillionnaires, voire milliardaires pour certains. Il y avait une confiance des deux côtés, quoi. À la fois pour celui qui a créé la techno et finalement commencer à être payé dans un actif qu'il avait créé pour l'occasion, mais qui finalement peut-être. Est-ce que c'est pas un peu le cas? Est-ce que c'est pas un peu le cas, toi, quand tu as monté ta société, quand tu as monté ton cabinet de gestion de patrimoine? Au début, tu arrives, tu n'as pas de clients, tu bosses gratuitement, et donc tu as confiance en ta capacité à créer de la confiance, que des clients, des recommandations viennent te voir et valident tes idées financières et tes idées de placement. Et c'est vrai pour toute startup. Donc ça, c'est vraiment le sujet de Bitcoin. Pour les autres, il n'y a pas d'utilité à la blockchain Bitcoin, c'est juste ce qui a inspiré toutes les autres. Quand tu prends Ethereum, Solana et les autres, il y a aujourd'hui 18 000 cryptos, mais il n'y a pas 18 000 blockchains. On verra peut-être ce sujet-là. Ethereum, c'est plus un outil qui va être vraiment utilitaire. Comme j'ai dit, une société, elle veut automatiser des échanges de data, des échanges de contrats, des échanges de monnaie. Elle va utiliser la blockchain, la technologie Ethereum ou la technologie Solana, etc., qui sont concurrentes et qui n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Et en fait, il va y avoir une adoption de cette blockchain. Si on fait une bonne pub, que l'outil est bon, il y a de plus en plus de grandes sociétés qui vont utiliser cet outil. Et donc, comme ils vont devoir payer dans la monnaie correspondante, il va y avoir une explosion de l'adoption. Si tu utilises plus la technologie, il y a plus de personnes qui vont devoir acheter la crypto-monnaie correspondante. Et donc, s'il y en a un nombre limité et une demande qui augmente, le prix monte. Et alors, comment un profane il peut savoir finalement sur quel crypto-actif miser? Parce que se dit parce qu'on n'a pas la compétence technique ou informatique ou mathématique, parce que c'est même plus des mathématiques finalement, de savoir est-ce que finalement Ethereum c'est une super techno, demain ça sera celle qui sera la plus adaptée, la plus adoptée. Comment un investisseur qui est pas dans cette partie-là peut avoir une idée et se faire un avis là-dessus? Ok. Je vais toujours répondre. Moi, j'ai fait 5 années d'études à Dauphine. J'ai un Master 2 en finance. Après, j'ai un deuxième Master 2 dans une école de commerce à Madrid. Au début, on m'a appris les actions, les obligations, l'immobilier, le private equity. C'est tangible. Il n'y avait pas de place à l'innovation. J'ai été diplômé en 2008. On est en pleine crise bancaire. C'est la faillite du système. Tout le monde s'interroge. Lehman Brothers, une des banques les plus grandes, fait défaut. Et c'est d'ailleurs, ça faisait 25 ou 30 ans que des gens essayaient de créer une monnaie numérique, ces fameux geeks, les cyberpunks qui essayaient de créer des monnaies numériques. Et c'est bien parce qu'il y a eu une défiance envers les banques, donc ce qu'on critiquait, des monnaies qui étaient contrôlées par les États et des institutions, c'est parce qu'il y a eu une grande défiance dans les banques que enfin il y a eu un petit peu de place pour la confiance pour une monnaie qui viendrait d'ailleurs, qui serait autorégulée, autogénérée, etc. Donc c'est vrai que c'est assez dur à analyser. Et en fait, il y a énormément de blockchain. Et derrière chaque blockchain, il y a un business plan qu'on appelle un white paper ou un livre blanc. Et il y a beaucoup de termes techniques. Donc effectivement, c'est pas accessible à tous, c'est plutôt accessible à des ingénieurs technologiques, des programmeurs. Donc le financier va peut-être un peu s'y perdre, d'où le fait que beaucoup de banques ont mis beaucoup de temps à adopter, à adhérer au concept général. On pourra revenir sur les banques qui aujourd'hui préconisent 4 à 5% des actifs globaux des clients, des grandes boîtes américaines. Aujourd'hui, analyser un protocole, c'est s'assurer de la probité des fondateurs, pour être sûr qu'ils ne partent pas avec la caisse. Deuxièmement, c'est voir quel est le projet. Et ensuite, c'est attirer des clients. Des clients, il y a des gens intelligents, puis il y a des gens qui achètent très vite plein de choses. Je pense que les personnes que tu évoques, les investisseurs, aujourd'hui, ne sont pas forcément tous capables, nos clients, de comprendre ou d'analyser une société pour voir si l'action elle est bonne, pour voir si l'obligation elle est bonne, voir si un immeuble... on fait confiance à l'intermédiaire financier. Donc le client, je dirais que c'est pas vraiment à lui d'aller chercher ça, il peut se renseigner, mais il n'aura jamais tous les tenants et les aboutissants. Donc déjà, il faut faire confiance à la société de gestion. Il faut se rapprocher de sociétés de gestion qui sont réglementées par l'autorité des marchés financiers ou par un régulateur qui correspond à cette activité. Et ensuite, comme généralement on ne peut pas investir directement dans la société de gestion, on passe par d'autres professionnels comme toi, comme les 7000 et quelques CGP qui existent en France, conseillers en gestion de patrimoine, et qui sont régulés, qui valident des diplômes chaque année, qui les rafraîchissent et qui, du coup, ont une certaine expertise.
Et eux vont pouvoir creuser un petit peu plus loin. Tu disais tout à l'heure, toi, tu n'es pas forcément aujourd'hui 100% expert en crypto, mais tu assistes de plus en plus par tes chambres professionnelles à des formations. Tout à fait. Aujourd'hui, dans les questionnaires connaissances clients, on te demande d'aller interroger le client sur est-ce que vous êtes un peu intéressé par la crypto? Oui, non, pas du tout. Est-ce que vous en avez? Oui, non, pas du tout. Est-ce que vous voulez que je vous en recommande? Oui, non, pas du tout. Et il va y avoir vraiment cette analyse. Aujourd'hui, il y a à peu près 18 000 cryptos, mais il n'y a pas 18 000 blockchains. Sauf qu'on disait, oui, mais une blockchain se fait payer dans sa crypto. Alors. Je vais prendre 2 exemples qui me semblent à peu près parlants. Il y a quelques années, il y a eu une série. Alors, il existe des cryptos sans blockchain et des blockchains sans crypto. D'accord. Les cryptos sans blockchain, nous, on n'y va pas. Ok. C'est quoi? 2 exemples dont tout le monde a entendu parler ou beaucoup de gens ont entendu parler. Sur Netflix, il y avait une série qui s'appelait Squid Game il y a quelques années, série coréenne qui met en scène une centaine ou 200 concurrents qui vont s'entretuer pour arriver au bout et gagner un super pactole. La saison 1 est un tel succès que des escrocs surfent là-dessus, sur tout le marketing qu'il y a eu autour, toute la communication, le buzz, comme on dit, et ils créent un Squid Game Coin. Et en fait, ils créent un site internet avec une plateforme de paiement, et ils disent si vous détenez ce jeton, pour la saison 2, vous pourrez voter, faire des choses, intervenir. Sauf que c'est une série qui est tournée en studio, qui va bénéficier d'un montage et qui va être publiée sur la plateforme. C'est pas La Nouvelle Star ou The Voice où on vote toutes les semaines et c'est en live. C'est un truc qui est en studio aux États-Unis, en Corée, n'importe où. Donc, des centaines de millions d'investissements, les mecs ferment la boîte, partent avec la caisse, merci, bonne journée. Pourquoi? Parce qu'on donne pas de l'argent à des entrepreneurs qui ne vous présentent pas le projet en dessous avec une vraie profondeur de sujet et une rationalité du sujet. Donc là, on a donné de l'argent à des entrepreneurs qui, la semaine d'après, en fait, font la fête avec votre argent. Ça, c'est pas quelque part objectivement propre aux cryptoactifs. Non, on l'a vu vrai pour tout. Malheureusement, tout, ouais. Les actualités récentes nous ont montré certaines que personnes ont acheté des sociétés dans l'immobilier ou dans des soi-disant certificats de manuscrits historiques. Je veux dire, là, pour le coup, on est malheureusement dans les mauvais côtés qu'il peut y avoir dans l'investissement et la finance. Exactement. Ça concerne une crypto, mais c'est juste une arnaque, tout simplement. Ouais, c'est une arnaque. Ensuite, t'as les cryptos qui sont pas des arnaques, qui ont des cryptos qui n'ont pas de blockchain. Par exemple, le Trump Coin. On a tous entendu parler au moment de l'élection de Donald Trump. Voilà, Donald Trump a créé un jeton. Certains diront oui, mais il peut tricher. Non, il peut pas tricher. Il en détient 6%. Il pourra pas en détenir plus, il pourra pas en détenir moins. Maintenant, je sais pas pour son entourage, etc. Je suis pas là pour contrôler. Mais c'est plus un sondage d'opinion en ligne. En fait, il y a pas de projet. Donc, il a levé, je crois, quelque chose comme 16 milliards en quelques semaines. C'est énorme. Mais cet argent n'a servi à rien. Puis ça monte, ça fluctue, ça descend, etc. Mais il n'y a pas de projet derrière. Il va pas non plus partir avec la caisse. Okay. Il en détient pas les clés. En fait, c'est plus un sondage d'opinion en ligne. On est content de la politique de Trump, on en achète. On n'est pas content, on revend. Il y a la même chose sur certaines équipes de foot, le PSG, l'OM, je crois, des équipes anglaises ou espagnoles. Okay. Et en fait, c'est presque un peu un jeton de collection. Et voilà. Et puis ça nous permet de participer sans attendre les sondages Ipsos équivalents. Voilà, on peut voter en ligne, quoi. Et puis c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est même pas en fait les certificats qui à un moment donné d'un peu d'exclusivité que tu pouvais acheter. Je sais plus comment ça s'appelait là. Il y a eu les NFT. Et voilà. Il y a eu un engouement, mais après, ça c'est comme c'est même pas vraiment ça. C'est quoi. C'est ok. Donc c'est pas une arnaque, mais ça sert pas à grand chose. Alors c'est monté à $70 l'unité. Je crois que ça vaut moins de $10 aujourd'hui. Donc c'est monté, c'est descendu. Il fallait être là au bon moment. Ça pour nous c'est vraiment de la pure spéculation. C'est du jeu. C'est vraiment aller au casino, je mets tout sur le rouge. Voilà, ou surfer sur une vague, un buzz, une hype comme on dit. Et voilà. Ensuite tu as les blockchains qui n'ont pas de crypto. Ok. Je vais prendre, j'ai un exemple d'une blockchain, je vais pas la citer ici, mais qui s'occupe de fournir des certificats d'authenticité de produits de luxe. Okay. Donc, qui va insérer une petite puce dans la poignée rétractable d'une valise de luxe, dans les semelles de souliers de luxe, ce genre de choses. Okay. Comme ça, on peut les scanner. Et on voit si ça sort de la vraie usine ou si ça est importé de je sais pas quel pays qui a voulu faire une contrefaçon. Utile pour le coup, parce qu'il y a des contrefaçons bien faites. Exactement. Aujourd'hui, même en usine, dans les usines, dans les manufactures de certaines marques de luxe, quand on renvoie un faux en livraison, c'est tellement bien fait qu'on n'arrive pas toujours à les démarquer. Et par exemple, cette blockchain, elle est hyper utile, mais ils n'ont pas créé de jetons correspondants. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils acceptent de se faire payer, non pas en euros ni en dollars, mais ils acceptent de se faire payer dans les autres monnaies fortes. Okay. Quand tu voyages dans un pays dont la devise n'est pas hyper forte, t'as oublié de faire ton change à l'aéroport ou chez toi, à Paris, à Bordeaux, avant de partir, t'arrives là-bas,
ben en fait, le taxi, tu lui files des euros et il te rend, avec un taux de change qui l'arrange un petit peu, mais il te rend la monnaie dans sa devise. Et donc, pourquoi ? Parce que ta devise, l'euro ou le dollar, est une devise forte qui pourra rééchanger à tout moment, hyper efficacement et payée à peu près dans tous les pays du monde avec une de ces deux devises fortes. Il y en a quelques autres, évidemment. Mais à partir du moment où ta devise, elle est plus forte, eh ben, il existe des blockchains qui s'embêtent pas à créer leurs jetons et qui, en fait, vont se faire payer dans d'autres jetons dans lesquels ils ont confiance. Donc là, pour le coup, ça renforce finalement un peu les mastodontes des crypto-monnaies. Et c'est là où finalement Bitcoin ou Ethereum, par exemple, prennent peut-être plus vite de la valeur que l'adoption en tout cas, pure et dure de leur techno. Il y a une demande qui va accélérer. Il y a 3 types de demandes, je dirais, presque 4. Tu as la demande utilitaire, donc c'est-à-dire une blockchain où tu ne peux payer l'usage que par sa crypto à elle. Tu as d'autres blockchains qui veulent pas avoir leur crypto, qui vont accepter de se faire payer aussi dans celle-là. Donc ça va amener un petit peu plus, donc ce qu'on appelle l'adoption et l'aspect utilitaire du token, de la crypto. Et ensuite, tu vas avoir d'autres aspects, les spéculateurs. Et ensuite, tu vas avoir ceux qui vont voir ça comme une réserve de valeur. Aujourd'hui, les ETF, les produits financiers des banques qui calquent et qui détiennent du Bitcoin ou de l'Ethereum. Aujourd'hui, on voit la Fed, donc la banque centrale américaine, qui dit je veux détenir de la crypto parce que je pense qu'au même titre que l'or, que certaines matières premières, ça sera une réserve de valeur pour plus tard. Donc, tu me fais la transition avec justement un petit peu la stratégie. Aujourd'hui des crypto-actifs. Si tu me dis si je me trompe, il y a encore quelques années, c'était finalement un sujet un peu de pionnier et assez spéculatif et très très volatile. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression que finalement, pas dire que ça sert de valeur refuge, mais peut-être pas loin, parce que tu parlais tout à l'heure de la volatilité des monnaies. C'est une réalité. Ouais. Finalement, c'est vrai que ces cours-là ne sont pas politiquement instrumentalisés. Donc finalement, on commence à voir des investisseurs, et les banques centrales les premières, effectivement, qui font ces investissements-là, non plus pour dire on va gagner beaucoup d'argent et on va essayer de faire des gros rendements, mais plus on va se protéger contre finalement une baisse des monnaies et de la valeur des actifs plus traditionnels. Est-ce que je me trompe ou... Non, c'est vrai, on va se protéger de l'inflation ou de la déflation avec une monnaie qui va pas dépendre de la politique d'un pays, mais qui va dépendre d'un comportement mondial. Et comme on peut pas contrôler 180 pays ou 100 et quelques pays, en fait, globalement, ça va être plus équitable dans la donnée. Alors maintenant, la question, c'est qui a acheté les premières cryptos et qui est devenu multimillionnaire ou milliardaire en crypto. Alors, les geeks, ceux qui ont participé à la création, donc les investisseurs de première heure, parce qu'on les rémunère parce qu'ils ont créé un système révolutionnaire, petit 1. Ensuite, des gens qui avaient quelques billes à jeter, mais c'est souvent les plus riches qui peuvent se permettre de prendre un risque. Alors, il y a aussi celui qui fait all-in. Voilà, il me reste plus que 1 000 euros, j'y vais, plein pot. Bon, il y a beaucoup de projets, c'était une mauvaise idée, et puis tu finis ratissé. Et puis certains, on fait des énormes multiples, mais globalement... Mais ça, tu sais, moi, j'ai tendance à dire à nos clients que de toute façon, on ne construit pas une allocation en regardant dans le rétroviseur. Non. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir sur les années futures à quoi ça peut servir. Et moi, j'ai quand même l'impression que économiquement, finalement... On parle beaucoup dans les journaux traditionnels de la montée de l'or depuis quelques années. En parallèle, on a la montée, même beaucoup plus exponentielle que ça, mais la montée des bitcoins. Est-ce que finalement, dans tout ça, c'est pas aussi boosté parce que c'est libellé en dollars. Donc, la baisse, finalement, j'émets de la monnaie, j'imprime du dollar, et à côté, tu m'arrêtes si je me trompe, mais finalement, les cryptoactifs, c'est par contre une quantité qui est finie. Alors pas tous. Le Bitcoin, c'est le cas. Effectivement, Bitcoin, il y a une quantité définie qui est programmée à 21 millions de Bitcoin au total. On est à peu près, on touche presque les 20 millions actuellement. Et les 21 millions, ça sera en 2140, selon un phénomène de halving. Donc on pourrait voir, mais le halving, c'est half en anglais. Half, c'est quelque chose qu'on coupe en deux, 50-50. Et en fait, qu'est-ce qu'on coupe en deux ? C'est la rémunération des programmeurs. Donc en fait, on sait qu'aujourd'hui, ils sont très friands de programmer et pour créer de la monnaie et émettre du Bitcoin, comme une banque centrale, mais dont l'émission s'arrêtera au moment où les programmeurs ne seront plus payés, ou plus suffisamment
pour compenser leurs dépenses en énergie, en technologie, la mise à dispo d'ordinateurs, puis de se payer aussi. Hein. C'est pas juste couvrir les dépenses, c'est aussi avoir de quoi vivre et payer son loyer et manger. Donc, et donc là, la fin est programmée en 2140. 21 millions de bitcoins. Finalement, là, ça sera plus que je peux plus jouer. Voilà, j'en ai, tant mieux. Et si je le vends, je le vends à quelqu'un qui est prêt à payer le prix, mais c'est pas extensible. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ça a tendance à faire monter un cours. Ouais, tout à fait. Qui est fini. C'est pour ça que beaucoup de gens en fait ne croient qu'au Bitcoin. Certaines de tes vidéos et puis surtout cours de finance première année, pas tous ces œufs dans le même panier. Le mot clé, c'est la diversification. Souvent dans ce genre de podcast ou de vidéos, on nous dit ok Geoffrey, est-ce que tu peux nous donner une crypto à laquelle tu crois? Non, parce qu'en fait, ce à quoi je crois, c'est la diversification, c'est une gestion, c'est de l'ingénierie financière, c'est un métier de gérer des actions, des obligations. Et c'est un nouveau métier que de gérer des cryptos. Ouais. Il faut effectivement regarder qui sont les personnes qui les ont émises, quels sont les protocoles et les technologies qui sont lancées derrière. Aujourd'hui, si vous investissez dans les actions du Nasdaq, vous devez regarder qui ont créé les sociétés de la tech mondiale, quels sont leurs usages, est-ce qu'ils contractualisent et ils ont des carnets de commandes qui noircissent. On a vu les résultats de Nvidia hier. Bon, on n'a jamais vu ça, c'est hallucinant, effectivement, parce que l'IA, même si ça coûte très cher, on n'est qu'au début de l'IA. Aujourd'hui, il n'y a pas 10% des citoyens français ou mondiaux qui utilisent ChatGPT au quotidien, donc, alors que c'est quelque chose qui est 100 fois plus puissant que Google, ou 1 million de fois plus puissant que Google. En tout cas, où les cas d'usage sont infinis. Enfin. Et donc aujourd'hui, par exemple, pour faire de la super recherche Google, tu vas utiliser ChatGPT. Pour faire des super présentations PowerPoint, quand tu es un agent marketing, tu vas utiliser, Canva. Quand tu es un geek qui fait la programmation, tu vas utiliser Claude, et chaque IA a un propre usage. Ouais. Chaque blockchain c'est la même chose en fait. Ouais. Okay. Et la blockchain, on a l'impression que c'est nouveau. Bitcoin, le livre blanc original, il a été créé, il a été publié le 31 octobre 2008. On vient de fêter les 16 ans il y a quelques semaines. Et le 8 janvier 2009, on a eu la première émission, le Genesis Block, le bloc de la Genèse, le premier bloc Bitcoin. Donc là, dans quelques semaines, on va fêter les 16 ans du premier Bitcoin. C'est plus quelque chose de tout à fait nouveau. Oui. Quand c'est une arnaque, quand quelque chose est une arnaque, souvent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, tout le monde a essayé, hop, on n'a pas réussi à partir avec l'argent, ou certains sont partis avec l'argent, j'arrive pas moi à liquider mes positions et à récupérer mes sous. Là, ça fait 16 ans. Et aujourd'hui, c'est audité par des États, c'est audité par des banques qui étaient à la base celles qui étaient concurrencées. Aujourd'hui, c'est elles qui préconisent. Jamie Dimon, le grand patron, le président de JP Morgan, une des plus grandes banques américaines, disait, je crois en 2017, interdisait à ses traders de faire de la crypto à titre perso, même pendant leurs heures privées, et sous peine d'être virés. Aujourd'hui, il dit il en faut 4% des portefeuilles. Ouais. Le plus grand détenteur aujourd'hui, c'est BlackRock avec un ETF. Alors, c'est pas lui qui les détient, c'est pour le compte de ses clients. Goldman Sachs. On est sur des banques, on a dit c'est la mort des banques. Non, c'est pas la mort des banques. C'est un concurrent des banques. Ça a peut-être réveillé un petit peu que certaines personnes qui pensaient avoir le monopole de l'argent. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une technologie et aussi une réserve de valeur. Dans une gestion de portefeuille, aujourd'hui, finalement, un mandat en crypto peut s'intégrer à dose proportionnelle, même sur tout profil d'investisseur. C'est-à-dire que je peux, finalement, comme historiquement, je peux avoir de l'or pour justement me couvrir et me dire c'est un refuge, un rempart anti-inflation. Par exemple, si je suis un investisseur relativement prudent, est-ce que si j'ai 2-3% d'or et 2-3% de crypto-actifs, je suis à peu près dans les clous et que je peux atteindre cet objectif de dire j'en ai pas pour spéculer et booster mon rendement, mais plus pour me protéger contre les fluctuations inflationnistes. Alors, aujourd'hui, effectivement, la question, c'est plus est-ce que je dois ou pas avoir de la crypto, c'est dans quelle proportion et lesquelles, et de quelle manière, et par quelle société de gestion, réglementée, pas réglementée, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il en faut. Aujourd'hui, nous, sur notre offre, on a différents mandats. Donc, ce ne sont pas des produits qu'on va intégrer dans des contrats d'assurance vie, des produits retraite. Ouais. C'est vraiment du nominatif pur, comme on aurait un compte titre, comme on aurait du private equity ou des parts de SCPI, qu'on n'aurait pas mis dans une enveloppe fiscale, qu'on détient à part. C'est du nominatif pur, gestion sous mandat. On a aujourd'hui une quinzaine de mandats disponibles sur notre étagère. Le moins volatile va être de l'ordre de 12% de volatilité par an. Et le plus volatile, 70% de volatilité. Pour donner un exemple, le Bitcoin tout seul, c'est autour de 45% de volatilité. Okay. Donc tu vois, entre 70, 45 et 11, on n'a pas du tout le même profil de risque. Pour rappel, la volatilité, si on se dit sur un an, il y a une performance, je pense faire du 5% par an,
Les cryptos ne font pas spécialement 5% par an. Ça peut être beaucoup plus, beaucoup moins, ça peut rien faire. Mais si ça fait 5% par an, la volatilité, c'est l'écart à la moyenne sur cette année. Ce qu'on n'aime pas, c'est l'écart à la moyenne à la baisse. Si je suis habitué à faire 5 et tout d'un coup je fais moins 10... La volatilité, c'est pas forcément une mauvaise chose. La volatilité m'embête. C'est juste une mesure d'écart à la moyenne. Mesure, oui. Si au lieu de faire 5, je fais plus 20, il y a beaucoup de volatilité, mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc la volatilité, il ne faut pas en être allergique. Je dirais qu'il faut plutôt regarder un deuxième indicateur qui serait... Alors pardon, c'est de l'anglais, mais le max drawdown. Le max drawdown en français, c'est quoi? C'est la différence qu'il y a entre le point haut et le point bas d'un produit en performance avant qu'il rebondisse pour repartir d'un cycle haussier. Donc c'est combien j'ai perdu momentanément, maximum, max drawdown. Donc le maximum de perte entre un point haut et un point bas. Comme dans une attraction, dans un parc d'attractions, quoi. Je mesure la longueur de la descente exactement, et la pente. Voilà. Si ça me fait trop peur, j'y vais pas. Okay. Et donc on a des produits qui ont perdu parfois 50% sur une période. Si j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. Cela dit, quand j'ai fait plus 50, si j'ai pas vendu, j'ai pas gagné non plus. Donc, on a des produits qui ont déjà sur certaines périodes de secousses énormes, et je pense que tu me poseras des questions sur des arnaques, des défauts, des choses qui se sont passées dans l'univers crypto. Il y a eu des moments à moins 50, moins 60, moins 70. Mais on a certains produits qui n'ont jamais fait moins que moins 5. Et comment tu fais pour amener un mandat à juste 11 ou 12 de volatilité avec des actifs qui finalement, par définition et essence, sont... c'est volatile. Eh bien, exactement de la même manière que pour des actions. En fait, on va avoir des stratégies longues. Une stratégie longue, c'est quoi? C'est comme un ETF. J'achète un panier de crypto ou un panier d'actions et puis j'attends. Et puis en fait, je laisse faire. Et puis le client aurait pu les acheter tout seul, mais j'ai fait à sa place parce qu'il ne sait pas ouvrir un compte, il ne sait pas se connecter, il ne sait pas transférer les fonds. Voilà. Et puis c'est bien, on aime bien avoir quelqu'un à disposition, un expert pour le faire à notre place. Bon, la plus-value, elle n'est pas énorme. On parlera peut-être plus de la sécurisation des cryptos quand on le fait tout seul sur une plateforme. Si on perd ses codes, on perd son argent. Si on se fait taper sur les doigts par un méchant type qui vous séquestre à la maison, on a vu des cas comme ça, on va finir par les donner, ces codes. Donc on va aussi potentiellement partir avec l'argent. Donc c'est bien de le faire par des sociétés qui sont régulées, qui sont enregistrées, qui ont des protections cyber, anti-hacking, justement pour protéger les clés de sécurité, donc les accès au portefeuille. Donc, sur une stratégie où je vais juste acheter des cryptos et les laisser monter, descendre sans aucune intervention de gestion, j'ai pas une grosse plus-value. Au niveau 1 de l'accompagnement. Voilà, mais c'est globalement comme si tu achètes un produit qui calque le CAC 40, il n'y a pas de gestion, tu fais la même chose. Si tu fais ce qu'on appelle du long short, tu vas acheter des cryptos ou des actions quand c'est un panier d'actions, tu vas en vendre certaines à découvert, donc tu vas en emprunter sur le marché, donc tu les détiens pas, mais tu payes un contrat d'emprunt, et puis en fait tu vas les revendre, et puis tu vas te débrouiller comme ça, et ça permet de faire des sortes de couvertures. C'est pas un modèle optionnel, c'est juste en fait, par exemple, si tu dans le monde des actions, tu joues l'industrie automobile, mais tu penses que tous les vendeurs de voitures n'auront pas le même profil ou les mêmes bénéfices, parce que certains vendent de l'électrique, d'autres vendent du moteur atmosphérique, certains vendent de l'accessible à tout le monde, d'autres vendent du luxe, supercar sportive italienne par exemple ou anglaise, et donc en fait tu vas en acheter certaines, en vendre d'autres, et tu vas essayer de neutraliser le marché, et donc tu vas limiter un petit peu ta performance aussi, mais tu vas surtout limiter les max drawdown et la volatilité. Et après, il y a aussi une crypto, ou deux cryptos en l'occurrence, qui s'appellent les stablecoins, qui sont des répliques parfaites du dollar qu'on connaît et de l'euro qu'on connaît, émis par les banques centrales. Et en fait, un stablecoin, en anglais, coin, jeton, stable, et en fait, ce sont tout simplement des crypto-monnaies qui ne sont pas liés forcément à des blockchains, mais qui en fait valent 1 pour 1. Donc j'injecte $10 000 dans ma plateforme de trading et on me donne $10 000 digitaux qui s'appellent USD pour dollar, C quand c'est émis par Circle Bank, T quand c'est émis par un autre organisme. Et en fait, tout simplement, mes $10 000 sont mis en séquestre. Et ils sont généralement investis en T-bills, donc les bons du trésor américain, donc ultra liquides à tout moment, mais qui génèrent une performance. C'est pour ça notamment que Trump est hyper favorable aux stablecoins, pas que au Bitcoin, à Ethereum, etc., mais aussi aux stablecoins, parce qu'en fait, il sait qu'à partir du moment où des gens injectent 10 000 euros, ça oblige à détenir, ils détiennent à la fin quand ils le déposent. La société qui assure le déposit, elle investit la plupart du temps en T-bills, qui est l'actif le plus sécurisé, semble-t-il, au monde aujourd'hui. Pour faire un peu d'histoire, t'es presque finalement en train de revenir à la parité hors dollar d'avant Bretton Woods.
Sauf qu'en fait, tu le numérises, quoi. Exactement. D'ailleurs, le Bitcoin, on appelle ça l'or digital, qui n'a pas encore aujourd'hui l'adoption et la reconnaissance de l'or, qui depuis des millénaires est validé comme. Alors après, il y a Bretton Woods, après, mais depuis des millénaires, ça brille, c'est joli. Il y en a partout, mais c'est dur à aller le chercher. Donc il y a une difficulté d'extraction. Et puis il y a un coût d'extraction aujourd'hui, puisque de l'or, il en reste beaucoup. On pourrait tout d'un coup faire exploser l'offre d'or. Il y en a partout sous terre. Mais le problème, c'est que la machinerie, l'ingénierie, la technologie, le temps, le coût écologique fait qu'aujourd'hui, en fait, on va pas en chercher plus et on limite un peu cette partie-là. Maintenant, l'or, c'est dur à stocker. Quand tu veux le transbahuter pour en envoyer à quelqu'un, il faut des fourgons blindés, il faut des gardes armés, il faut sécuriser, et puis un lieu de stockage, le comptage, et c'est très dur à auditer. Le seul moyen d'auditer un lingot d'or, c'est de le faire fondre. Personne fait fondre un lingot d'or pour vérifier si le cœur, c'est bien de l'or. On va en vérifier la densité, donc la taille par rapport au poids, et on va voir, ah oui, c'est bien la densité de l'or. Mais si quelqu'un va trouver quelque chose qui a la même densité que l'or sur le même espace, on pourrait tout à fait mettre au cœur du lingot quelque chose qui pèse le même poids par densité, et on pourrait tricher. Donc c'est auditable que si on le fond. Aujourd'hui, un Bitcoin, par défaut, il est audité, il est visible sur la blockchain. On peut pas tricher, on peut pas avoir un faux Bitcoin. Ouais, c'est finalement très... Et ça se transmet en un clic, en microsecondes. C'est très tangible, finalement. Ça le devient. Ça le devient, quoi. Mais au même titre que utiliser ChatGPT, c'est hyper tangible. Pourtant, ça tourne tout seul. C'est du cloud, c'est de l'informatique, c'est des processeurs. Donc, pour l'utilisateur lambda, c'est pas quelque chose qu'il a. Et pourtant, aujourd'hui, Internet, le cloud, quand j'allume ma télé et que j'ai une série Netflix, ou quand j'allume mon téléphone et que j'ai du son sur Spotify ou Deezer, ça vient d'où? Comment ça marche? Et en fait, ça marche. Et donc, on valide le process parce que ça nous intéresse. Ouais, ok. Alors, quand on parle d'argent, c'est plus anxiogène parce que. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que en fait, il y a un mélange à la fois de concepts technologiques qui sont quand même qui restent pointus, quand même assez abstraits et pointus, et effectivement, c'est de l'argent derrière. Donc, en revanche, ceux qui disent que ça repose sur rien, que c'est une arnaque, etc., souvent sont des gens qui n'ont pas creusé. Ouais. Je pense que nous, 80% des gestionnaires de patrimoine qu'on rencontre nous disent c'est ça, j'avais pas compris, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. C'est ça l'intérêt, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, c'est de comprendre en fait ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je te disais en introduction que finalement, il n'y a pas de plus-value à dire je suis pour et je suis contre, ou je suis contre si j'ai pas vraiment compris ce que c'était. Moi, au début, j'ai pas fait mon travail, quoi. Moi, entre 2000, donc jusqu'à 2008, j'étudie la finance. 2008, 2013, je suis chez Natixis, donc une banque qui fait des actions, des obligations, etc. 2013, 2024, je suis chez Primonial. On vend des contrats d'assurance vie, des produits d'épargne, retraite, des SCPI, donc de l'immobilier. Je crois pas à tout ça. Je ne crois pas à tout ça. Mais en 2018, je vois une série qui est disponible sur Netflix. Je suis en train de me la refaire d'ailleurs, de la regarder en ce moment, qui s'appelle Startup, en 2018. C'est une super série, il y a 3 saisons, qui explique la création d'une nouvelle crypto face au Bitcoin. La série, je l'ai regardée en 2018 et je suis nul parce que j'ai pas investi avant 2020 ou 2021. On se dit tout ça. Ah ouais, mais là vraiment, et la série m'a tellement plu, j'aurais pu, j'ai gagné bien ma vie, j'étais directeur commercial ou peut-être même déjà directeur général de Primonial. Je pouvais mettre des sous dedans, diversifier, je pouvais le faire. Entre le pouvoir et le faire. Voilà, je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Bon, déjà parce que j'y crois pas forcément, mais même si j'y avais cru, je savais pas comment faire. Ouvrir un compte sur Binance, une boîte chinoise qui œuvre en France, avec un KYC, donc une analyse documentaire de mon contrôle de mon identité qui était relativement faible, pour faire un virement, non, j'ai l'impression que j'envoie mon argent à n'importe qui. Mais clairement, là, je crois que tu mets le doigt sur un point qui est hyper important, c'est qu'il y a encore peu de temps, ça ressemblait à du Far West, investir dans un crypto-actif. Parce qu'effectivement, tu allais sur des plateformes qui étaient quand même pas d'une grande convivialité et sur lequel tu te sentais pas en sécurité parce que c'était ou alors au contraire trop marketing, trop bonbon, trop belle, quoi. Voilà. Genre, et donc je pense qu'en fait c'est aussi les régulateurs qui ont quand même eu cette action de favoriser et de pouvoir proposer l'installation de sociétés qui permettent finalement concrètement avec ta société donc Tilvest, au-delà du mandat que mon client peut choisir en fonction de son profil, de son appétence, de ses convictions, justement sur le côté sécurité des transactions, sécurité du portefeuille. En quelques mots simples, quel est le plus pour un de mes clients de passer par ça plutôt effectivement que de le faire tout seul
sur une plateforme. Ok. Pour expliquer notre plus-value ou notre différence par rapport à une plateforme, si tu me donnes un tout petit instant, j'explique comment ça se passe sur une plateforme. Donc une plateforme, c'est une plateforme de trading, comme j'aurais pu aller sur Boursorama, Fortunéo, je sais pas quoi, pour acheter des actions. Puis je me fais mon petit panier d'actions tout seul. Donc c'est une plateforme de trading. Donc j'alimente mon compte, j'ouvre un compte. Évidemment, j'ouvre pas n'importe où. J'ouvre un endroit dans une banque ou une société que tout le monde connaît, qui a pignon sur rue, qui existe depuis plusieurs années. En général, je fais ça. Ensuite, on me demande mon identité. Donc, il y a un contrôle pour vérifier que je suis pas un terroriste, que je suis pas une mauvaise personne. Et ensuite, je vais alimenter mon compte avec de l'argent qui provient de mon compte bancaire. Et souvent, on va me demander mon origine des fonds et ma traçabilité. Voilà. Toute boîte qui ne fonctionne pas comme ça, il faut pas y aller. Parce que là, ça paraît normal. Et puis, si c'est trop facile d'ouvrir un compte, souvent, c'est que la personne là-haut, elle est pas réglementée, parce que si elle se fait contrôler et qu'elle a rien contrôlé, elle va fermer la boîte. Donc, c'est souvent que cette personne, elle va potentiellement avoir des idées mauvaises. Et souvent, c'est ce qui s'est passé. Quand l'argent, vous voulez pas justifier l'argent que vous mettez sur une plateforme, ça va être dur d'aller porter plainte quand la contrepartie va partir avec. Parce que vu que il n'y a pas forcément d'existence légale ou je voulais pas que ça se sache, comment je vais faire pour aller porter plainte ? Donc voilà, il y a ce sujet. Ensuite, donc il y a des très très bonnes plateformes, Binance, Coinbase. Nous, on utilise beaucoup Coinbase parce que c'est la seule plateforme de trading au monde qui est cotée en bourse, qui est auditée de manière publique, son exécution, sa sécurité, ses prestataires extérieurs. Donc ça, globalement, c'est plutôt des choses qui vont nous rassurer. Donc on va utiliser les mêmes prestataires qu'eux. Quand vous ouvrez donc un compte sur Coinbase, vous alimentez votre compte, vous mettez 5 000 €. Vous allez donc ensuite faire votre allocation tout seul, donc vos 5 000 € qui sont devenus 6 000 avec le taux de change dollars digitaux, donc 6 000 USDT ou USDC, l'équivalent en monnaie numérique. Et puis vous allez acheter un petit peu de Bitcoin, selon vos envies. Alors souvent le site il est assez bien fait parce qu'on dit les plus grosses pertes de la semaine, les plus grosses hausses de la semaine, donc on va pas acheter le truc qui vient de monter à fond. Ouais, j'ai une mini salle de marché en fait. Ouais, voilà, exactement. Puis il y a un carnet d'ordre, donc il y a des acheteurs, des vendeurs, je sais combien je peux acheter tout de suite, je peux placer un ordre pour plus tard parce que je dis non c'est trop cher, mais s'il descend à ce prix-là, hop, vous me déclenchez automatiquement une salle de trading en ligne. Et donc c'est génial, c'est facile, je peux le faire tout seul, 24/7, 365 jours par an, à la microseconde, c'est super. On va retrouver tout un tas de cryptos, des centaines, des milliers de cryptos. Après, vous les analysez tout seul, c'est bien. C'est protégé par un identifiant mot de passe, comme votre boîte mail. Bon, c'est pas le coffre-fort en Suisse, c'est pas le truc super pointu. Mais vous pouvez sécuriser. Certains vont dire oui, mais moi je veux avoir une clé digitale, c'est la clé Ledger, mon portefeuille numérique. Bon, très bien. Mais si on vient vous agresser, si je vous tape sur la tête pendant 1 heure ou je menace quelqu'un de votre entourage, je vais le donner, le mot de passe. Donc à la fin, oui, c'est hors ligne. Donc elle est protégée que si je la mets dans un coffre-fort dans une banque. Bon, tout le monde autour de nous, quand on met 5 000 € ou 100 € ou 100 000 € en crypto, on n'a pas tous un coffre-fort dans une banque en Suisse. Ou, voilà, donc on ne sait pas faire. C'est pointu, c'est pour les ultra-riches, ça. Ouais. Donc, en fait, la clé, on l'a chez soi. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, quand on décède, je suis pas sûr que la plateforme elle vienne chercher vos ayants droit. Et si vous avez dit à personne, parce que c'est un peu votre cagnotte secrète, même si avec de l'argent déclaré, c'est votre cagnotte secrète, vous décédez, l'argent il peut disparaître. Surtout qu'avec l'actualité ces derniers mois, on a tendance à pas trop en parler. Exactement. Donc je te ferai un petit point là-dessus. Et ensuite, en fin d'année, quand tu as réalisé des bénéfices ou au contraire des pertes, mais tu as voulu racheter, tu dois déclarer dans ta déclaration d'imposition, dans la rubrique compte à l'étranger et compte crypto, tu dois déclarer tes moins-values, tes plus-values pour les reporter ou être taxé. Aujourd'hui, à la flat tax pour un particulier. Ces plateformes ne fournissent pas les IFU. Moi, je l'ai vécu personnellement, ne fournissent pas les IFU. Donc, je dirais que déjà, les 3 premiers points, les 3 grandes forces que Tilvest va apporter, au-delà, en plus de faire à votre place, la sélection, la gestion, etc., il va y avoir ces éléments-là. Les codes, on va les détenir, nous, de manière institutionnelle, sécurisée, avec beaucoup de technologie et de cybersécurité. On a des audits, on a des obligations réglementaires où on nous demande d'avoir un certain niveau de qualité en cybersécurité et on est audité et on doit prouver qu'on atteint plus que le minimum requis. C'est-à-dire que quand un client te demande une transaction depuis son espace Tilvest, toi tu fais des vérifications supplémentaires, enfin des équipes font des vérifications supplémentaires pour vérifier que c'est bien le client le donneur d'ordre. Alors oui, alors nous en fait on travaille pas avec des clients finaux, on travaille que avec des gestionnaires de patrimoine comme toi. Donc en fait c'est toi et ton client qui allez définir une stratégie et c'est toi qui va envoyer l'information de souscription, de versement complémentaire, d'arbitrage d'un mandat vers un autre pour changer de stratégie parce que tu crois plus à un cycle mais plutôt à un autre, et éventuellement des rachats partiels ou totaux, 100% en ligne.
Nous, on va émettre le contrat et le client va signer électroniquement. Donc, on se rajoute l'intermédiaire quand même du courtier ou du conseiller en gestion de patrimoine. Déjà, exactement. Ça fait deux professionnels dans la boucle. Les deux sont réglementés. Donc, ça protège encore mieux le client qui, évidemment, en cas de pépin et de mauvais conseils, mauvais accompagnement, va pouvoir porter réclamation et activer les RC Pro, les responsables civils professionnels, du professionnel numéro 1 qui est son interlocuteur, le gestionnaire de patrimoine, et l'interlocuteur numéro 2 qui est la société de gestion recommandée par le gestionnaire de patrimoine. On a des assurances incroyables, etc. En fonction des volumes qu'on va traiter, si on doit faire un virement de 10 000 euros, c'est pas la même chose que 100 000 euros ou 5 millions d'euros. Et on va avoir plusieurs signataires qui vont rentrer dans la boucle. Pareil, quand tu fais un virement bancaire, quand tu fais un virement depuis ton application pour rembourser ta femme, tes enfants, leur envoyer un peu d'argent de poche, si tu envoies 100 euros en fonction de tes moyens, t'appuies, c'est fait. C'est pour ça qu'ils nous mettent des plafonds. L'assurance de la banque, pour 100 euros, elle s'inquiète pas beaucoup. Si tu commences à faire 5 000 euros, tu vas avoir un petit coup de fil où tu vas devoir rentrer un code complémentaire. Au-delà d'un certain plafond, je sais pas, je crois que c'est 8 000 euros par mois. Certains, c'est 50 000 en fonction de ta banque et de ton niveau de richesse. Des justificatifs. Et là, tu vas avoir un petit coup de fil de ton banquier, voire du responsable d'agence. Donc nous, c'est pareil. En fait, on peut pas avoir un signataire de l'équipe gestion et de l'équipe dirigeante. Il pourra pas transférer l'ensemble des actifs qu'on détient. Il pourra avoir que des paquets. Okay. Voilà. Donc c'est quand même relativement important. Des sortes de murailles de Chine. Bien sûr. Je n'ai pas accès à tout. Alors aujourd'hui, nous dans l'équipe, c'est très simple. On n'est que des gentils garçons et gentilles filles. On a tous une vie traditionnelle ici à Paris avec nos femmes, certains enfants, d'autres pas encore. Et on vient tous d'un monde où on a été éduqués, on a tous des masters 2 en finance, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'escrocs, mais alors pas dans l'équipe, mais globalement tu peux sortir d'une bonne école et finir mal. Mais justement il y a des garde-fous. Non mais en tout cas ça s'est organisé, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et c'est réglementé et audité par l'AMF, par la CPR. Ouais. Aujourd'hui il y a un règlement européen, une norme européenne qui est en train d'être mise en place, MiCA, Market in Crypto Active, MiCA. Et on en parle tous les deux aujourd'hui. On est identifiable, on a des numéros Orias, des assurances, enfin voilà, on a dépassé cette période où on était sur du Puis j'ai aucune envie d'être en cavale et être en cavale, je sais pas combien il faut pour moi, je suis incapable d'aller faire des faux papiers, je ne sais quoi. Voilà, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui je pense que pas mal de gens de l'environnement sont assez convaincus que maintenant, en passant par des sociétés effectivement qui sont régulées, on a passé cet écueil-là, mais je pense que l'aspect sécuritaire, il était quand même important à rappeler, quoi. Nous, on a une grande fierté, c'est que dans le métier des gestionnaires de patrimoine que tu représentes ici aujourd'hui, vous avez des chambres professionnelles. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, dans chacune de ces chambres professionnelles, il y a différents comités et il y a notamment à chaque fois un comité innovation blockchain. Donc produits innovants, les technologies, l'IA et bien évidemment la blockchain. Aujourd'hui, ces représentants sont eux-mêmes des gestionnaires de patrimoine, ce sont tes pairs. Et après différents appels d'offres, ils ont sélectionné notre offre et aujourd'hui, on est le plus gros fournisseur de gestion sous mandat crypto dans le domaine des CGP en France et on a passé même certaines frontières aujourd'hui européennes. On a été reconnu par le magazine Gestion de Fortune comme étant la plateforme principale, la plateforme leader des propositions crypto du marché français pour les gestionnaires de patrimoine. C'est vrai qu'on commence à avoir une reconnaissance. Maintenant, Tilvest a été créé en décembre 2021. En 2022, on s'enregistre auprès de l'AMF. Et en 2022, tu as la faillite de FTX, qui était une des plus grandes plateformes de trading crypto au monde. Et il y a 8 milliards de dollars qui sont détournés. Autant dire que ça donne mauvaise presse à la seule classe d'actifs que nous gérons. Donc être entrepreneur en crypto, dans un monde qui n'est pas encore tout à fait régulé, dont la distribution par un gestionnaire de patrimoine n'est pas encore tout à fait claire et dessinée par l'AMF, autant dire que je suis très très fier de mes associés qui détiennent l'essentiel des parts de la société. S'ils veulent m'en donner un peu, les amis, je suis là. Mais je suis très très fier parce qu'ils avaient deux choix. On met la clé sous la porte, ou est-ce que au contraire, les autres vont pas y arriver, et nous, on fait l'effort, on réduit un peu nos salaires et on avance. 2023 est une année de vache maigre, mais c'est un regain de confiance pour la classe d'actifs. Il y a, comme à chaque crise sur un produit financier, la réglementation s'active au niveau américain, au niveau européen, au niveau français. Et là, justement, il y a toutes ces nouvelles normes qui émergent. Nous, on investit massivement sur l'aspect réglementaire. On recrute un RCCI, donc le responsable du contrôle des risques internes, et on fait en sorte de se mettre à jour de cette réglementation qui arrive dans les prochains mois
Et voilà. Et 2024, c'est une super consécration. Les cryptos remontent, c'est super. 2025, là, il y a justement ce sujet réglementaire où on est pile dans l'implémentation. Donc, beaucoup réfléchissent. Bon, ça tombe bien, il vient d'y avoir une petite purge sur les cryptos. Bitcoin a touché 126 000 $ en octobre. On doit être à 92, 93 000 $ pendant qu'on se parle. Bon, ça crée un petit point d'entrée. Est-ce que ça sera le point le plus bas? J'en sais rien. Maintenant, on est au tout début de l'aventure crypto. Quelle que soit la classe d'actifs, on serait pas là. Ça serait génial. Exactement. Moi, je pense que même avec beaucoup d'argent dans les poches, j'aimerais être là parce qu'aujourd'hui, évidemment, on est dans les métiers d'argent, on aime l'argent, mais je t'assure que j'ai vraiment connu des grands succès dans les 2 sociétés par lesquelles je suis passé. Il y a eu des moments où les produits, ils ont subi des cycles et des crises, mais j'ai été dans 2 sociétés qui ont vraiment eu le vent en poupe. Mais c'est vrai que je me régale aujourd'hui à aller faire de la pédagogie, de l'évangélisation de cette classe d'actifs parce que j'aime être contrariant. Et ça doit être plaisant aussi quelque part de voir un peu le changement de regard et de position. J'imagine. Parce qu'il y a encore... et il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Tu as très bien décrit un petit peu l'historique des 3-4 dernières années. Tu passes un peu de la classe d'actifs qui est vraiment un peu à part. On n'y touche pas trop, on n'ose pas trop. À finalement, une société qui est désirable dans l'environnement qu'on représente. Aujourd'hui, on doit avoir... on va dire 4-5 sociétés solides qui font à peu près le même métier que nous, on va dire, dans l'environnement français. La plupart sont des copains. Alors, on est concurrents, copains, on s'aime, on s'aide, on se tire un peu dans les pattes, mais c'est la vie. En tout cas, le marché à prendre, c'est ceux qu'on n'a pas. Exactement. Il est quand même aujourd'hui assez profond. Tu as une idée combien de Français sont détenteurs de comptes avec des cryptos aujourd'hui? Alors c'est du déclaratif, selon les Français, mais on aurait 12% des Français qui détiendraient de la crypto. Ça peut être 5 €, comme quelques millions d'euros. Alors soit parce qu'ils les ont déposés et c'est toujours là, soit parce qu'ils n'ont pas mis beaucoup, mais très tôt et ça a beaucoup monté. Tu vois, moi j'ai commencé à investir plus que ceux qui ont des actions finalement. Je sais plus quelles sont les proportions d'actions. Ça doit être inférieur à ça, je pense. Après, encore une fois, la question, c'est, je dirais que, et j'ai pas la réponse, et je vais dire pourquoi. La question, c'est pas tant quel est le pourcentage de personnes qui en ont, c'est les volumes, parce que peut-être moins de gens qui ont des actions, mais ils en ont plus. Aujourd'hui, c'est plus, je pense, voir quelles sont les classes d'actifs qu'il faut réallouer. Il y a une grande question en ce moment sur le super IFI. Et les actifs improductifs. Moi, j'ai un débat, alors je vais jamais comparer les cryptos au fonds euro, mais le fonds euro, quand on déclare que c'est un actif improductif, ça permet quand même de mettre en place des écoles, des hôpitaux, des commissariats partout en France. Et je n'évoque que ça, mais c'est un tas de choses. C'est la première source de financement de l'État français. Le fonds euro, c'est de la dette. Tu as déjà, de toute façon, sur tout ça, un problème de sémantique et de jugement, parce que productif ou improductif... j'ai envie de te dire, c'est quand même une question de point de vue. Exactement. C'est l'immobilier improductif ou productif. L'immobilier, ça peut être extrêmement productif. C'est la même chose. Je veux dire, quand tu achètes des entrepôts logistiques, un commerce, qui peut dire que c'est pas productif. C'est bon. Donc on a des appartements qui dorment, on a des commerces qui dorment, effectivement. On a quand même des sémantiques qui posent question quand même. Au-delà de la réforme en elle-même, dont on peut parler, on pourrait faire des épisodes entiers sur ce sujet-là. Mais en fait, c'est déjà ce qui est productif ou pas. Je pense que déjà, de façon générale, l'investissement, il est utile. Tu sais, les plus grandes puissances économiques mondiales, elles n'ont pas de fonds euros. Elles ont confiance en leur économie. Et en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont plutôt investir dans les actions de leur pays. Elles vont pousser. Alors, c'était un peu le principe de la loi Pacte. On réinvestit dans l'économie réelle, donc dans les sociétés cotées, non cotées, françaises, pas françaises. Mais en fait, on va plus aider l'entrepreneuriat et donner des moyens à des boîtes de se développer. Et en fait, il y a encore, je crois, 50% du stock assurance vie français. Donc, sur 1600 milliards ou un peu plus, il y a la moitié qui est en fonds euros, qui va rapporter entre 2,5 et 3,5 en fonction des politiques commerciales des assureurs. Ça couvre à peine l'inflation, comme un livret. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce que j'ai beaucoup travaillé, je veux juste faire dormir mon argent et couvrir l'inflation, et ça me va très bien. Et tous les investisseurs qui répondent à ces critères sont
ont tout à fait raison, puisque c'est leur mentalité, c'est leur argent. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt une propension à vouloir grandir, me développer. Je pense que tout coûtera de plus en plus cher. L'immobilier coûte plus cher, la nourriture coûte plus cher. Je crois qu'on a vu certains très grands patrons milliardaires français, et pas que français d'ailleurs, hein, même américains ou autres, qui sont en train de revendre des parts de leur boîte et qui achètent aujourd'hui des espaces, des terrains de récolte, donc des terres agricoles. Je crois que Bill Gates est devenu le plus grand détenteur de terres agricoles aux États-Unis. Je crois que c'est 110 000 hectares, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie, ça va être de moins en moins cher, l'usage technologique de moins en moins cher. En revanche, la nourriture a pris 40% en 10 ans. Voilà, donc il y a des choses, ça sera bien, non pas d'être 100% autonome, mais ça sera bien d'avoir la main sur la nourriture, d'avoir la main sur l'eau demain. Il y a pas mal de changements de paradigme. Moi, je pense que la finance et l'investissement tel qu'on le connaît va sûrement se transformer énormément, et en même temps, les actifs très tangibles vont certainement aussi effectivement devoir de plus en plus cher et peut-être être financés par ces nouvelles formes d'investissement. Enfin, je pense que ça va être assez passionnant, l'environnement, le changement de l'environnement financier des 10-15 prochaines années. Puis encore une fois, il faut de temps en temps voyager, si on en a la chance, et voyager, mais pas pour aller dans les mêmes hôtels que quand on voyage en France, en Espagne, en Italie. Quand on voyage loin, il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays, et on n'est pas obligé d'adhérer, mais juste de voir comment pensent les autres, parce qu'on est très centré sur nos usages et notre mode de vie. Si tu veux, un petit enfant qui a du mal à avoir de l'eau et l'électricité, l'IA, il s'en fout. Pourtant, l'IA, c'est quand même quelque chose qui est bien adopté. Pour un Européen, un Occidental, qui pense que le système bancaire est fiable et ça fonctionne, si tu veux, une monnaie digitale sur le téléphone, il s'en fout. Mais sauf que celui qui est à 100 km d'une banque via des kilomètres de pistes et des kilomètres de pistes, et puis il a peut-être pas la voiture ou le bus pour y aller, ben, en fait, lui, il en a besoin. Clairement, ouais, je pense qu'il y a un rôle au-delà de notre position dans un pays extrêmement structuré et développé. Je pense qu'il y a effectivement une dimension aussi d'accès au financement, de politique internationale, hein, qui est quand même hyper importante. Tu évoques, du coup, tu me parles de géopolitique. Quand les gens me disent c'est pas tangible, ça repose sur rien, intéressez-vous, s'il vous plaît. On a évoqué le système de la crypto utilitaire, donc une crypto pour payer l'usage d'une nouvelle technologie, creuser cette technologie, essayer de comprendre, et voyez que vous la consommez tous les jours. Mais au niveau géopolitique, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et les petits S derrière, ça peut être le Salvador, mais ça peut être d'autres, depuis des années, ils en ont marre de la suprématie du dollar. 80% des transactions mondiales sont libellées en dollars, je crois. Donc, la suprématie du dollar dans les échanges mondiaux, les transactions mondiales. Les BRICS en ont marre depuis 30 ans. Ils ont un ennemi commercial, c'est pas la guerre, on se tire pas dessus toujours, mais un ennemi commercial, qui sont les États-Unis. Ils veulent affaiblir le dollar. Ils en ont marre de renforcer une économie concurrente qui, du coup, va avoir plus d'argent pour s'armer, pour faire ci, pour faire ça, avoir une avancée technologique, la conquête de l'espace, ce genre de choses. Et donc, ils cherchent à créer une unité monétaire, comme nous on l'a fait entre membres de l'euro, pour avoir un euro, une monnaie forte face au dollar, comme ne l'était pas le franc, le Deutsche Mark, le drachme en Grèce, la lire italienne, etc. Donc on crée une monnaie qui est à peu près aussi forte, qui est forte face au dollar. Et là, du coup, on a des forces commerciales qui se remettent en place. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, essayent de créer une monnaie. Ils n'ont pas du tout les mêmes bases que nous. Les États membres de l'Union, on a une histoire, on a 2000 ans d'histoire en commun. Stabilité politique. On s'est tapé dessus, on n'a pas toujours été d'accord sur 2000 ans, mais globalement aujourd'hui, il y a une Union européenne. Il n'y a pas une Union des BRICS. Donc ils essaient de créer une unité de paiement. Comme leur banque centrale n'ont pas réussi à créer une monnaie entre eux, ils vont créer certainement, on en parle, le BRICS Pay pour paiement, un agrégat qui va être composé de plusieurs devises, de plusieurs matières premières et, semble-t-il, de plusieurs cryptos. Donc ça veut dire qu'une partie des 80% des transactions mondiales qui étaient payées en dollars, celles qui sont par les BRICS, si dans la poche monétaire, ils mettent que 10% de dollars, le 100% de dollars dans l'unité, il n'y en aura plus que 10%. Donc ils vont réduire l'usage du dollar. Et si, par ailleurs, ils mettent de la crypto, il y a un nombre limité de Bitcoin
si eux mettent du Bitcoin, le Bitcoin va être de plus en plus sollicité. Donc le prix doit théoriquement, mécaniquement monter. Parfois ça baisse, parce que j'arrête pas de dire oui, en fonction de l'adoption, ça monte. Et là, ça baisse. Oui, parce qu'il y a des spéculateurs financiers au milieu qui mettent la pression, qui font des purges. Là, il y a beaucoup d'acteurs importants qui auraient voulu en faire, mais à 120 000 $, c'était trop cher. Puis il y a quand même eu un effet politique aussi ces derniers mois qui a fait monter beaucoup Bitcoin. Enfin... Alors on dit souvent que c'est Trump, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros push, un bull run comme on dit, les marchés haussiers sur le Bitcoin en fin d'année dernière, au moment où on voyait que Trump était en train d'arriver. Il a arrêté d'être contre. Et il a arrêté d'être contre, en tout cas le gouvernement. Voilà. Mais il y a un autre sujet, c'est que d'abord il y a eu la création de cet ETF crypto, Bitcoin, par BlackRock. Toi, tu le vois plus par ça? Je pense que une des banques les plus respectées, des plus puissantes au monde, américaine de surcroît, se lance là-dessus. Et tu as un afflux de demandes, parce que l'épargne américaine, c'est les plus grands épargnants au monde, l'épargne américaine commence à allouer un pourcentage dessus. Il y en a un nombre limité. Et on parle de 21 millions à la fin, aujourd'hui à peu près 20 millions, mais il y en a certains qui ont été perdus, puisque les gens ont perdu leur clé d'accès. Il y en a certains qui dorment depuis le début, donc peut-être que les gens sont morts avec leur clé. Il y en a des légendes là-dessus. Et donc peut-être qu'en fait, il n'y en a pas 20 millions, mais peut-être qu'à la fin, il n'y en aura peut-être que 18 ou 17 ou 16. Possible. Il y en a peut-être 6 qui sont chez les investisseurs qui ne bougeront pas, qui vont les garder très longtemps, parce qu'ils n'ont pas besoin de cet argent et ils pensent qu'il va y avoir une pression haussière. Aujourd'hui, on a des prédictions à 250 000, puis 500 000, puis 750 000, puis 1 million de dollars le Bitcoin. Je ne sais pas si on y arrivera, et je ne dis pas aux gens qui nous regardent, ça va monter absolument. Il y aura des secousses, je pense qu'il y aura une tendance. Je pense que l'IA, on est au tout début. La technologie, la digitalisation des process, on est au début. Je pense que la crypto, on est au début. Donc par défaut, si on est au début, c'est que je pense qu'il y aura plus de valeur demain. Avec un chemin chahuté. Donc il faut accepter la volatilité, il faut en avoir un pourcentage qu'on est prêt à tolérer, et comme tu le sais, c'est une mesure de risque et une pondération du risque. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Toujours. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, n'a pas défini sur une échelle de risque de 1 à 7 quel était le risque de la crypto. Nous, chez Utilvest, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a défini par défaut, on l'a matrixé par défaut à 7. Parce que la volatilité peut monter à plus que 30 ou 40 ou 45, ça peut arriver. Et souvent, les actions, quand elles montent à plus que ça, elles sont mises dans la catégorie 7 par l'AMF. Donc on s'est dit, on va la mettre dans la catégorie la plus risquée. Quand le client souscrit, on indique tous les types de risques, ça peut faire peur. Mais s'il y va, il sait à quoi il joue. Pas à quoi il joue, mais dans quoi il investit. Le risque, moi je dis souvent à mes clients, c'est un peu comme le sel dans les pâtes. Hein. Si t'en mets pas du tout, c'est insipide. Si tu mets le pot entier, c'est pas bon non plus. Donc en fait, c'est une question de dosage. Hein. C'est pour ça que je te posais tout à l'heure la question, même aujourd'hui, un investisseur équilibré, voire prudent, c'est la question de la pondération. C'est finalement, c'est pas parce que j'ai une aversion au risque que je peux pas avoir 1 ou 2% de crypto. Aujourd'hui, la crypto fait partie de ce qu'on appelle la catégorie des actifs alternatifs, des produits alternatifs. Les produits alternatifs dans une allocation ne doivent pas dépasser au global 20%. Dans ces 20% et ces produits alternatifs, il y a le private equity, les matières premières dont l'or, le crowdfunding, donc la levée de dette entre particuliers, bon ça peut être un débat, il y a certaines marches, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas marché, donc moi j'y vais pas. Et les cryptos. Voilà. Donc, si tu n'as pas du tout de private equity et pas du tout d'or, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'or, qui auraient aimé en faire, mais qui la voient trop cher, qui voient l'or trop cher depuis longtemps, qui n'en ont pas. Donc, potentiellement, tu as jusqu'à 20% de place pour la crypto. Ouais, voilà. La question, c'est à quel moment tu veux que ça soit volatile, pas volatile, risqué. Je pense qu'il ne faut pas s'intéresser que à la performance, il faut croire à l'adoption technologique. C'est ça. Je pense qu'en fait, c'est l'adoption et encore une fois, je pense qu'il y a une dimension aussi internationale qui nous échappe un peu. Qui est quand même assez intéressante parce que ce qui est une certitude, c'est qu'on en a fini avec la mondialisation à tout crin. Ouais, on en revient un petit peu d'ailleurs, parfois. En tout cas, on s'en plaint. On se recentralise. Oui, parce qu'on importe aujourd'hui des produits qui n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes normes que celles qu'on s'impose en Europe. Donc, il y a une concurrence déloyale, on le voit sur l'agriculture, les produits agricoles. Mais tu as une tendance quand même au repli, beaucoup plus qu'à l'ouverture, et en soi... moi, ce que je pense, c'est qu'en instrument de pression, finalement, tu parlais tout à l'heure des BRICS ou des pays africains, et quelque part, avoir une monnaie qui est indépendante, je sais pas si on va simplifier, on va dire un dirigeant dictateur ou quelque part, qui est pas piloté par, finalement, on voit quelqu'un à la Maison Blanche qui décide, je vous mets 50%, 60%, 70% de taxes, de façon assez, brutale et pas forcément justifiée.
Tu te dis oui, c'est parce que effectivement, il y a une toute puissance du dollar qui te permet de le faire. Et puis en France, on a certains dirigeants, ou en Europe, on pense à Christine Lagarde qui n'était pas trop favorable aux cryptos. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que notre gouvernement, il n'a pas le temps d'avoir une position sur les cryptos. Il faut qu'ils arrivent à définir comment on va être organisé. Mais le système de contrepoids, dans tous les cas, je pense qu'il est assez intéressant sur un équilibre aussi et une pacification des relations internationales. Il peut y avoir aussi cet enjeu-là. Ça pourrait être un usage complémentaire assez sympathique. Ouais. Bon. Mais écoute, en tout cas, merci. Je pense qu'on y voit beaucoup plus clair. Merci à toi. On a bien compris comment ça fonctionne. On a bien compris comment on peut en avoir dans ses portefeuilles. Quel accès, pour qui, pourquoi. Si vous avez un avis ou des commentaires que vous souhaitez nous partager, c'est avec grand plaisir. Et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode du Décodeur. Merci Romain, à bientôt. À bientôt.